Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons donc la lecture des contes de la dynastie des temps que j'ai eu hier. Parmi les livres que le Seigneur a illuminés hier soir, voici le premier livre qu'il m'a fait lire. Et vous avez vu qu'il a coupé parce que je n'avais plus assez d'espace dans le téléphone. Ça s'est coupé. Mais j'ai répertorié tous les livres qu'il m'a montrés. Et nous allons lire Le prodigue et l'alchimiste. C'est par Li Fuyuan. Et on nous dit que Li Fuyuan a vécu au début du 19e siècle. Il a laissé 5 volumes de contes et anecdotes que je vais probablement recevoir parce que quand le Seigneur signale un endroit comme ça, il y a à poursuivre les recherches. Et je lis Du Sishun, qui vécut à la fin de la dynastie des Zhou du Nord entre l'an 557 et 581, entre parenthèses, au début de la dynastie des Sui, entre 581 et 617, fut dans sa jeunesse un grand prodigue qui négligeait totalement de s'occuper de ses affaires. Foncièrement extravagant, buveur et libertin, en peu de temps il dissipa toute sa fortune. Alors, il s'adressa à ses parents et connaissances et se vit partout repoussé à cause de sa fainéantise. Un jour d'hiver, tout en haillons, le ventre vide, il errait dans la capitale sans rien à se mettre sous la dent. Le crépuscule se trouva tout perplexe, ne sachant où aller. S'arrêtant à la porte occidentale du marché de l'Est, transi de froid et de faim, pâle à faire pitié, il leva les yeux au ciel et se mit à pousser des soupirs lamentables. Survint un vieillard, une canne à la main, qui s'approchant de lui demanda, ouvrez les guillemets, pourquoi soupirez-vous? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Alors, D'où dit tout. D'où lui dit tout. Excusez-moi. Fulminant contre l'indifférence de ses parents et amis. Une grande colère se montrait sur son visage. Point à la ligne. Je cite, « Combien vous faut-il d'argent pour vous mettre à l'aise ?» Fermez les guillemets, demanda le vieillard. Je pourrais m'arranger avec 30 ou 50 000 APEC, entre guillemets, dit D'où. Ce n'est pas assez, dit le vieillard. Donnez un autre chiffre. 100 000, pas assez. 1 million, pas assez. 3 millions, c'est un peu mieux, approuva le vieillard. Alors de sa manche, il sortit quelque argent en lui disant, je cite, « Voilà pour ce soir. Demain à midi, je vous attendrai à l'hôtel des Persans, la Perse, à l'hôtel des Persans. Soyez à l'heure. » Point à la ligne. D'où le lendemain était ponctuel au rendez-vous et le vieillard lui donna pour de bon les 3 millions et partit sans dire son nom. Devant cette richesse subite, le goût des folles dépenses se ralluma dans le cœur de D'où.
lequel se voyait désormais assuré de ne plus mener une vie de vagabond. Il se mit à acheter de superbes chevaux et des robes somptueuses, passant son temps à boire en compagnie des joyeux lurons, à donner des concerts, chanter et danser au quartier des courtisanes. Il ne lui vint jamais à l'esprit de ménager sa fortune. En 2 ans, sa bourse s'épuisa peu à peu. Carrosses, chevaux, robes, tout ce luxe fut échangé contre des biens de plus en plus modestes. On passa du cheval à l'âne et de l'âne à la marche à pied. Notre prodigue fit si bien qu'en peu de temps, il se retrouva sur la paille. Point à la ligne. De nouveau, ne sachant que faire, il se mit à gémir devant la porte du marché. Aussitôt apparut le vieillard qui lui prit la main, disant, je cite, « Et quoi? Et quoi? » Point d'exclamation. Vous voilà encore réduit à ce point? Point d'exclamation. Mais je vous aiderai. Dites-moi combien il vous faut. Point d'interrogation à la ligne. Fermez les guillemets. Dou était trop honteux pour oser lui répondre, mais le vieillard le pressa tant qu'il accepta tout confus. Alors le vieillard lui dit, je cite, « Demain à midi, venez au même endroit. » Point, fermez les guillemets à la ligne. Dou s'y rendit, plein de honte, mais on lui donna 10 millions. Avant de recevoir cette somme, il avait pris la ferme résolution de se lancer dans les affaires et dépasser en richesse tous les Crésus du monde. Mais, une fois l'argent en main, le cœur lui dit autrement, et il retombe dans sa vie de plaisir. Au bout de 3 ou 4 ans à peine, il redevint plus pauvre que jamais. Pardon. Une fois encore, il rencontra le vieillard à la même place et voulut rebrousser chemin, accablé de honte, en se couvrant le visage. Le vieillard l'arrêta par la manche et dit, « Hélas !» point d'exclamation, « que vous êtes maladroit dans les affaires. » Point d'exclamation, fermez les guillemets. Et il lui donna encore une somme de 30 millions, disant, 2 points, ouvrez les guillemets, je cite, « Si cela ne vous guérit pas, vous êtes vraiment incurable. » Point à la ligne, fermez les guillemets. Dou se dit en lui-même, je cite, « J'ai mené une vie de libertin et gaspillé toutes mes richesses. Parmi mes riches parents, personne ne m'a jamais tendu la main. Seul ce vieillard m'a par 3 fois donné de l'argent. Comment lui témoigner ma reconnaissance? » Point d'interrogation, fermez les guillemets. Alors, il lui dit, 2 points, ouvrez les guillemets, je cite, « Avec cette somme-là, je pourrais accomplir beaucoup de bien dans le monde. » Le vieillard à ce que la veuve, je veillerai, je m'excuse, avec cette somme-là, je pourrais accomplir beaucoup de bien dans le monde. Je veillerai à ce que la veuve et l'orphelin ne manquent
ni de vêtements, ni de nourriture, et c'est ainsi que je pourrai m'acquitter aux yeux de la morale. Point. En reconnaissance de votre grande bonté, cette œuvre aussitôt réalisée, je serai tout à vos ordres. Point. Fermez les guillemets à la ligne. Ouvrez d'autres greniers. Voilà justement ce que j'espère de vous, dit le vieillard. Après avoir arrangé vos affaires, venez me voir l'année prochaine, le 15 de la 7e lune, à l'ombre des genévriers jumeaux, devant le temple taoïste. Point à la ligne. La plupart des veuves et des orphelins de sa parenté se trouvant au sud de la Hue, d'où fonda son œuvre à Hangzhou. Là, il acheta 100 hectares de bonnes rizières, fit bâtir une grande maison en ville, monter plus de 100 asiles sur les routes principales où étaient accueillis les veuves et les orphelins. Il arrangea des mariages pour ses neveux et nièces, ramena au cimetière ancestral les cendres des membres de sa parenté enterrés ailleurs. Aussi se montra-t-il reconnaissant envers ses bienfaiteurs, mais implacable à l'égard de ses vieux ennemis. Les affaires liquidées, il se rendit au jour dit au temple. Point à la ligne. Là, il trouva le vieillard chantant à l'ombre des 2 genévriers et monta avec lui sur le pic Yuntai de la montagne Hua, H-U-A. Après avoir parcouru une quinzaine de kilomètres, on arriva devant le bâtiment imposant qui avait quelque chose de surnaturel. Au-dessus de lui planaient des nuages couleur d'arc-en-ciel et voltigeaient des phénix et des cigognes. Plus haut, dans la centrale, se trouvait un fourneau d'alchimiste, haut de plus de 9 pieds, où s'échappaient des flammes violettes lançant des lueurs jusqu'aux fenêtres. 9 vierges de jade se tenaient autour du fourneau. Un dragon campait devant elle et un tigre blanc posté par derrière. Point à la ligne. C'était au coucher du soleil. Le vieillard ayant ôté sa robe de profane, apparut avec ses attributs de prêtre taoïste, chapeau jaune et cape rouge. Il donna au novice 3 pilules de cailloux blancs, un gobelet de vin, lui disant d'avaler promptement. Puis il le fit asseoir sur une peau de tigre, adossée au mur de l'ouest et face à l'Orient. Il lui fit alors cette recommandation expresse. Je cite. Pas un mot. Que ce soit Dieu au pluriel, les dieux, des démons, vampires, bêtes féroces, horreurs des enfers, parents enchaînés et torturés de 1000 peines. Tout est illusion. Il ne faut ni bouger ni parler.
restez tranquille et ferme. En toutes circonstances, rappelez-vous ce que je vous dis là. Cela m'a été donné hier à 23h40. Ce que je suis en train de lire. Les contes de la dynastie des Tang, dont je fais partie en Chine et au Cameroun. Il ne faut ni bouger ni parler. Restez tranquille et ferme. En toutes circonstances, rappelez-vous ce que je vous dis là. Point. Fermez les guillemets. Puis il se retira. Lorsque Dou regarda dans la cour, il ne vit là qu'une grande cruche remplie d'eau. Point à la ligne. Le prêtre à peine disparu, surgirent des milliers de chars et de cavaliers, tout hérissés de lances et drapeaux, emplissant montagnes et vallées d'une clameur qui faisait trembler le ciel et la terre. Leur généralisme de plus de 10 pieds de haut était ainsi que son coursier, tout cuirassé d'une armure dorée, éblouissante de splendeur. À la tête de centaines de gardes, arcs bandés et glaives nus, le géant s'avança droit devant la salle. Qui es-tu? Vociféra-t-il. Comment oses-tu me tenir tête? Et ses satellites s'approchant, brandirent leurs épées et le sommèrent de dire son nom à la raison de sa présence. Et la raison de sa présence. Point. Mais il ne sonna mot. Rendu enragé par son silence, ils se mirent à gronder comme le tonnerre. Allons, percez-le de traits, coupez-lui la tête. Point d'exclamation. Allons, percez-le de traits, coupez-lui la tête. Point d'exclamation. Comme il ne répondait point, le chef s'en alla tout furieux. À la ligne. Soudain apparurent des tigres, des dragons, des griffons, des lions, des vipères par milliers, rugissant, sifflant, se ruant sur lui, cherchant à qui mieux, soit à le dévorer, soit à lui sauter à la tête. Mais il resta imperturbable et tout s'évanouit. À la ligne. Tout à coup, il se mit à tomber une pluie torrentielle avec des coups de foudre déchirant les ténèbres, des roues de flammes tourbillonnant à droite, à gauche, des éclairs zébrant le ciel par devant, par derrière, si bien qu'il était impossible d'ouvrir les yeux. La cour se trouva bientôt submergée sous plus de 10 pieds d'eau. Et cette masse avait la rapidité de l'éclair et le grondement de tonnerre se déversa irrésistible comme une montagne en éruption, comme un fleuve qui déborde et, en un clin d'œil, vint déferler jusqu'à ses pieds. Mais Dou resta assis, impassible, et le déluge disparut aussitôt. Point à la ligne. Puis le géant reparut avec un geôlier à tête de taureau
et d'autres horribles démons de l'enfer. On posa une grande chaudière devant Dou, tandis qu'il se voyait entouré de pics, de coutelas et de fourches menaçantes. Entre guillemets, s'il dit son nom, on le lâchera, commanda le chef. Sinon, on lui enfoncera la fourche dans le cœur et on le plongera dans la chaudière. Point. Fermez les guillemets. Toujours pas de réponse. À la ligne. Alors, on fit venir sa femme. On la jeta au pied du perron, la montrant du doigt. On lui dit, je cite, « Dis ton nom, elle sera relâchée. » Fermez les guillemets, point. Mais toujours pas de réponse. Immédiatement, on se mit à la flageller jusqu'au sang, à la cribler de flèches, à la taillader, à la brûler au charbon ardent. À bout de souffrance, sa femme le supplia, pleurant et criant, « Quoique je sois une femme bien simple et indigne de votre amour, pourtant je vous ai servi durant plus de 10 ans. Me voilà assise par les démons, me voilà saisie par les démons, et condamnée à subir des supplices insupportables. Je ne demanderai pas que pour moi, vous alliez à genoux implorer leur grâce, mais un seul mot de vous suffira à me conserver la vie. Tout être a un cœur. Se peut-il que vous alliez jusqu'à me refuser un mot? Point. Fermez les guillemets. Dans la cour, toute baignée de larmes, elle continua à l'invectiver et à le maudire. Mais Dou n'y fit point attention. Point à la ligne. Ouvrez les guillemets. Crois-tu donc qu'on n'osera pas la martyriser? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Dit le chef. Puis il ordonna à ses démons d'apporter un couperet, de la découper en commençant par les pieds, cimetière par cimetière. Sa femme se mit à se lamenter plus fort que jamais. Dou resta inébranlable. Ouvrez les guillemets. Ce bandit-là est un sorcier accompli. Il ne faut plus lui laisser la vie. Point d'exclamation, fermez les guillemets, dit le chef, qui donna l'ordre à ses gardes de le décapiter. Point à la ligne. La tête tranchée, l'âme de Dou fut traduite aussitôt devant le roi des enfers. Point à la ligne, ouvrez les guillemets. Est-ce le sorcier du pic Yuntai? Demanda le roi. Jetez-le dans les enfers. Fermez les guillemets, point à la ligne. Alors, on lui fit subir toutes sortes de supplices. On lui versa du bronze fondu dans la gorge. Il fut assommé avec une barre de fer, écrasé au pilon, broyé au moulin, jeté dans une fosse en flammes, bouilli dans une chaudière, contraint à grimper sur une montagne de coutelas, à traverser une forêt d'épées, mais, se rappelant toujours la parole du prêtre, il eut le courage de supporter toutes ces souffrances sans pousser aucun soupir. Lorsque les geôliers vinrent annoncer que l'épreuve des tortures était terminée, le roi dit, je cite, « Cet homme est une canaille femelle. Au lieu de lui,
rendre sa forme d'homme, il faut le faire renaître femme. Dans la famille du sous-préfet Wang Qing, au district de Shanfu de Songzhou. Fermez les guillemets, point à la ligne. À sa renaissance, d'où revêtit donc un corps de femme. Dans son enfance, elle fut fort maladive. Elle devait toujours supporter des piqûres, se gorger de tisane amère, et elle tomba maintes fois du lit ou sur le poêle. Malgré 1000 peines, elle ne souffrait mot. En grandissant, elle devint une belle fille ravissante, mais ne parlait jamais. Sa famille la considérait comme une muette de naissance. Souvent insultée, humiliée par quelques membres de sa parenté, elle ne répliqua jamais. À la ligne, un lauréat du pays, nommé Lu Ji ou Lu Gi, épris de sa beauté, la fit demander en mariage par intermédiaire. Sa famille déclina d'abord l'offre à cause du mutisme de la jeune fille. Point, je cite, « Il suffit qu'elle soit bonne épouse. Pas besoin de paroles, dit Lou. Elle donnera une excellente leçon à celles qui ont la langue trop longue. » Point, fermez les guillemets. Alors, la famille agréa sa demande. Et Lou épousa en grande pompe. Durant plusieurs années, ils s'aimèrent ardemment. Il leur naquit un fils, et cet enfant était à l'âge de 2 ans, doué d'une intelligence extraordinaire. Point à la ligne. Un jour, Lou, prenant l'enfant dans ses bras, parla à sa femme, mais elle garda le silence. Il essaya tous les moyens pour la faire parler, mais toujours sans obtenir de réponse. Soudain, fou de colère, il s'écria, je cite, « Au temps jadis, le ministre Jia fut tenu en mépris par sa femme, qui jamais ne daignait lui sourire. Mais à la chasse aux faisans, il se révéla excellent archer. Elle regretta alors de l'avoir méconnu. Quant à moi, je ne suis point aussi laid que Jia, et mon talent littéraire est supérieur à l'arc de tirer les faisans. Et vous dédaignez de me répondre. À quoi bon garder l'enfant, puisque le mari est si méprisé de sa femme? Point d'exclamation, fermez les guillemets à la ligne. Là-dessus, il saisit l'enfant par les pieds. Il cogna la tête comme une pierre. D'un seul coup, la tête se fracassa en morceaux. Le sang en jaillit à plusieurs pieds de là. D'où le cœur pris par l'amour maternel, oubliant subitement sa promesse, poussa un cri d'horreur. Ah! Son cri encore aux lèvres, d'où se trouva de nouveau assis à la même place avec le prêtre devant lui. C'était avant l'aube. Des flammes pourprées sortant du fourneau s'élevèrent vers le ciel en léchant la toiture. Toute la maison fut entourée de feu et réduite en cendres. Point à la ligne, et je cite, « Que vous êtes stupide !» s'écria le prêtre. « Voilà mon œuvre détruite.
Point d'exclamation, fermez les guillemets. Disant cela, il le prit par les cheveux et le plongea dans la cruche remplie d'eau. Alors le feu s'éteignit. Point à la ligne. Et je cite, ouvrez les guillemets, que ce soit joie, colère, douleur, terreur, haine, désir, votre cœur a su rester maître de lui, dit le prêtre. Il n'y a que l'amour que vous avez été incapable de surmonter. Si vous n'aviez pas poussé ce cri-là, mon élixir eût été réussi et vous seriez devenu un immortel. Qu'il est difficile de trouver un homme qui puisse atteindre à la divinité. Point d'exclamation. Certes, mon élixir pourra se refaire encore, mais vous voilà retombé dans le monde terrestre. Adieu, bon courage. Puis, il lui indiqua le chemin du retour. À la ligne, Dou voulut encore monter sur la plateforme de la salle centrale pour y jeter un coup d'œil. Le fourneau était démoli. Dedans se trouvait un pilier de fer, gros comme le bras et long de quelques pieds. Le prêtre enleva son manteau et se mit à tailler ce pilier avec un couteau. Point à la ligne. Revenu dans le monde, Dou, honteux d'avoir déçu le vieillard, se jura qu'il ferait de son mieux pour réparer sa faute. Mais quand il retourna sur le pic Yuntai, il n'y avait là personne et il s'en revint chez lui plein de regrets. Fin de la citation du conte de le prodigue et l'alchimie que nous avons donc lu de la page 105 à la page 113. Voilà comment les contes se révèlent. Ce matin, voici le conte. L'esclave Kunlun par P. Sing. P. Sing vécut dans la seconde moitié du 19e siècle. Il a écrit ou recueilli 3 volumes de contes où les fées et les esprits jouent un rôle important. Nous avons donc à lire. Dans la période de Dali, c'est un lieu au Yunnan, entre les années 766 et 779, entre parenthèses, il y avait un jeune homme nommé Cui, officier de la garde impériale de l'ordre des 1000 bœufs. Son père, grand magistrat, était en bonne relation avec un ministre, personnage illustre de son siècle. Un jour, son père l'envoya auprès du ministre pour s'informer de sa santé. Tu était un beau garçon au visage pur, comme le jade, chez qui la modestie de caractère s'unissait à une grande aisance de manière et finesse dans les paroles. Le ministre donna l'ordre à ses servantes de relever le store et d'introduire le jeune homme dans la chambre. Puis, prosterné, lui présenta le message de son père. Le ministre s'intéressa beaucoup au jeune homme, le fit asseoir et se mit à converser amicalement avec lui. Or, il y avait là
3 jeunes favorites, toutes trois d'une beauté ravissante, qui coupaient en tranches des pêches vermeilles dans des bols d'or, les arrosant de crème sucrée. Elles vinrent ensuite les présenter. Le ministre dit à l'une d'elles, vêtue de mousseline rouge, d'en donner un bol au jeune homme. Mais celui-ci, trop timide en présence de belles filles, n'osait point manger. Alors le ministre ordonna à la belle à la robe rouge de le servir avec une cuillère, ce qui obligea le jeune homme à manger une pêche, et la belle lui sourit d'un air taquin. Il nous est rappelé que l'esclave Kunlun, le mot Kunlun, à la note, il nous est dit, sous la dynastie des Tang, les esclaves venus des mers du sud étaient communément appelés esclaves Kunlun. Je continue la lecture. Comme Tui allait se retirer, le ministre lui dit, « Quand vous en aurez le loisir, venez me voir. Entre nous, pas de cérémonie. » Fermez les guillemets. Puis il ordonna à la jeune fille en rouge de le conduire hors de la cour. Lorsque Tui se retourna pour la regarder, elle lui fit un signe en montrant trois doigts levés et tournant 3 fois la paume de la main. Puis désigna le petit miroir qu'elle portait sur son sein, disant, je cite, « Rappelez-vous ceci. » Fermez les guillemets, point, et pas un mot de plus. À la ligne. En rentrant, Tui rapporta à son père ce que lui avait dit le ministre. Ayant regagné son cabinet d'études, il tomba dans un état d'extase et de torpeur. Toujours morne et silencieux, plongé dans ses rêves, il restait jour et nuit sans songer à prendre aucune nourriture, ne faisant rien d'autre que chanter ce poème. Je cite le poème. « Au mont des immortels, je vis une déesse souriant de ses yeux comme étoiles qui bougent. La lune se glissant par une porte rouge sur la beauté de neige épandait sa tristesse. » Point. Dans son entourage, personne ne comprenait ce qu'il avait au juste. Or, il y avait dans sa maison un esclave Kunlun nommé Mole, qui, après l'avoir regardé un moment, lui demanda je cite, « Qu'y a-t-il dans votre âme qui vous tourmente sans cesse? » Point d'interrogation. Pourquoi ne pas vous confier à votre vieille esclave? L'esclave Kundun parle. Point d'interrogation, fermez les guillemets. Ouvrez d'autres guillemets à la ligne. Des gens comme toi pourraient-ils comprendre pour se mêler des choses du cœur? Point d'exclamation. Lui répliqua Tui. À la ligne. Dites-le-moi, insista Mole, et je vous apporterai une solution, que ce soit bien loin ou tout près, je suis sûr de réussir. Point, fermez les guillemets à la ligne. Surpris par son ton
d'assurance, Tsui lui confia son secret. Point. Ouvrez les guillemets. C'est tout simple, lui dit Molleux. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt, au lieu de vous désoler pour rien? Point d'exclamation. Fermez les guillemets. À la ligne. Quand Tsui lui raconta quelques signes énigmatiques lui avait adressé. Non, quand Tsui lui raconta quels signes énigmatiques lui avait adressé la jeune fille, Mollet dit, deux points, ouvrez les guillemets, rien de plus facile à deviner, point d'exclamation. 3 doigts levés, ça veut dire qu'il y a chez le ministre 10 appartements pour loger les chanteuses et que celle-ci habite le 3e appartement. En tournant 3 fois la paume, elle vous montre 15 doigts pour indiquer le 15e, pour indiquer le 15 du mois. Et le miroir sur son sein, c'est la pleine lune dans la nuit du 15, date où elle vous donne rendez-vous. Point. Fermez les guillemets. Transporté de joie, Tsui lui demanda, deux points, ouvrez les guillemets, y aurait-il un moyen de combler mes désirs? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Mollet dit en souriant, deux points, ouvrez les guillemets, la nuit prochaine, c'est le 15. Donnez-moi 2 pièces de soie bleu foncé pour vous rendre un justaucorps. Dans la maison du ministre, il y a un dogue terrible qui garde les portes de la résidence des chanteuses. Ainsi, nul étranger ne peut s'y introduire car le chien aurait vite fait de le dévorer. C'est un chien de la fameuse race de Aizu, vigilant comme Argus et terrible comme un tigre. Dans le monde entier, il n'y a que votre vieille esclave qui puisse en venir à bout. Cette nuit, je vais l'assommer pour vous servir. Pour l'encourager, Tsui le régala de vin et de viande. Vers minuit, il sortit avec un marteau muni de chaînes. En moins de temps qu'il n'en faut pour un repas, il était de retour et annonça, deux points, le chien est mort. Plus d'obstacles devant nous. Point, fermez les guillemets. La nuit suivante, juste avant minuit, il fit endosser à Tsui un justaucorps bleu foncé. Et avec le jeune homme sur le dos, franchissant 10 murailles, il pénétra dans la résidence des chanteuses pour enfin s'arrêter devant la 3e porte. À travers les battants décorés et mi-clos, une lampe scintillait vaguement. On n'entendait que les soupirs de la jeune fille qui, assise, semblait plongée dans l'attente de quelqu'un. Elle venait d'ôter ses boucles d'oreilles d'émeraude et enlever le rouge qui fardait son visage. Le corps débordant de tristesse, elle chantait tout bas un poème. Je cite le poème. Regrettant son amour
ô Loriot en pleurs, qui furtif lui ravit ses bijoux sous les fleurs. L'azur toujours désert, l'attente toujours vaine, sur sa flûte de jade a soupiré sa peine. Voilà le poème. Nous continuons la lecture à la ligne. Les gardes à leur sommeil, aucun bruit dans le voisinage. Thuy souleva la portière et entra. Pendant quelques instants, la jeune fille resta sans parole. Puis, sautant du lit, elle lui prit la main, disant je savais bien qu'un jeune homme intelligent comme vous pourrait me comprendre au signe de ma main. Mais par quelle magie avez-vous pu parvenir jusqu'ici? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Thuy lui raconta le plan de Molé, son esclave, et comment il l'avait transporté sur son dos. Point à la ligne, ouvrez les guillemets. Où est-il, votre Molé? Point d'interrogation, fermez les guillemets, lui demanda la jeune fille. Ouvrez les guillemets, là, derrière la portière, répondit-il. Alors elle pria Molé d'entrer et dans un bol d'or lui offrit du vin à boire. Point à la ligne, j'ouvre les guillemets. Je suis d'une riche famille près de la frontière du Nord, dit-elle à Thuy. Mon maître actuel, qui commandait alors là-bas l'armée de garnison, me força à devenir sa concubine. J'ai honte de moi-même pour n'avoir su me donner la mort et avoir accepté de vivre dans la disgrâce. Avec un visage fardé de blanc et de rouge, je garde un cœur toujours triste. Les repas servis avec des baguettes de jade, le parfum brûlant dans les accessoires d'or, les robes de soie se faufilant derrière les paravents de nacre, les perles et les émeraudes parant les belles endormies sous les couvertures brodées, tout cela me répugne, car je me sens dans les fers. Puisque votre bon serviteur est doué d'une force surhumaine, pourquoi ne pas me délivrer de ma prison? La liberté reconquise, je mourrai sans regret. Mais je serai heureuse de vous servir comme esclave. Qu'en dites-vous, Seigneur? Fermez un point d'interrogation, fermez les guillemets à la ligne. Thuy se taisait tout blême. Mais Molé répondit Madame, puisque vous y tenez, rien de plus simple. Point. Fermez les guillemets à la ligne. La jeune fille en fut enchantée. Molé lui demanda de le laisser transporter d'abord ses bagages. Après 3 allées et venues, il dit, j'ai peur qu'il ne fasse bientôt jour. Alors, il les mit tous les deux sur son dos et franchit une douzaine de hautes murailles, sans qu'aucun des gardes de la maison du ministre ne fût alerté. Aussitôt rentré, on cacha la jeune fille dans le cabinet d'études. Point à la ligne. Le lendemain matin, dans la maison du ministre, on constata la disparition de la jeune fille et on trouva le chien tué. Grandement alarmé, le ministre s'écria ouvrez les guillemets. Les portes et les murailles de ma maison ont toujours été bien gardées et bien verrouillées. C'est lui qui les a franchies comme en volant et a disparu sans laisser de traces doit être un grand héros redresseur de tort. Pas un mot là-dessus pour éviter des malheurs encore pires.
point à la ligne. La jeune fille était déjà restée cachée chez lui depuis 2 ans, quand à la saison des fleurs, elle alla un jour se promener en voiture au parc de Cuitian. Un homme de la maison du ministre la remarqua, à la dérobée et la dénonça à son maître. À cette nouvelle, tout surpris, le ministre fit venir le jeune homme et l'interrogea. Pris de peur, n'osant garder le secret, celui lui raconta toute l'histoire, avouant que c'était son esclave Mollet qui les avait portés sur son dos, elle et lui. Ouvrez les guillemets à la ligne. La faute en est à la jeune fille, dit le ministre, puisqu'elle est mise à votre service depuis si longtemps. Il n'est plus question de demander justice, mais pour ma part, il faut que je me débarrasse de votre esclave, ce danger public. Il envoya alors 50 de ses gardes, armés jusqu'aux dents, pour cerner la maison de Thuy, avec l'ordre de capturer l'esclave Kunlun. Cependant, dague au poing, Mollet franchit les hautes murailles comme s'il avait des ailes, rapide comme un épervier. On fit tomber sur lui une pluie de flèches, pas une ne l'atteignit. En un clin d'œil, il fut hors de vue. Une grande panique régna alors dans la maison de Thuy. Finalement, le ministre regretta aussi ce qui s'était passé, également saisi de terreur. Durant toute une année, chaque nuit, il entourait d'un grand nombre de domestiques armés d'épées et de hallebardes. Plus de 10 ans après, quelqu'un de la maison de Thuy rapporta qu'il avait vu Mollet vendant des drogues au marché de Luoyang. Il avait l'air plus frais et plus gaillard que jamais. Nous avons à la page 117 ce tableau qui nous dit: on a entendu que les soupirs de la fille qui, assise, semblait plonger dans la tente de quelqu'un. On nous a montré le tableau. Il est là. Fin du conte de la dynastie de Tang au sujet de Pei-Qing, qui nous a raconté l'histoire de l'esclave Kunlun. Frères et sœurs, quand j'étais en Chine, j'ai découvert les Kunlun. Kunlun voulait dire les esclaves noirs en Chine. Voilà ce que me présente depuis la nuit jusqu'à ce matin le récit des contes de mes aïeux en Chine. Nous retrouvons donc les esclaves africains en Chine qui étaient appelés Kunlun, mais qui étaient partis à partir de l'Afrique subsaharienne par la colonisation de l'Indochine. Indochina. Parce que cette colonisation-là a pris les deux, l'Inde et la Chine, et que nous allons retrouver. Et ici, Fosé fraîche, moi Bouddha. Je termine par là. On croit connaître Bouddha,
mais on connaît surtout le bouddhisme. Or, au départ de ce grand mouvement qui a enthousiasmé tant de civilisations, il y avait un homme, un petit Indien, choyé, héritier d'une illustre famille de guerriers, né au VIe siècle avant Jésus-Christ. Siddhartha Gautama, c'était son nom. Siddhartha Gautama. Très tôt, Siddhartha prend conscience de la réalité de la vie en Inde. Les castes, la misère, l'injustice. Il se rebelle alors contre son existence dorée et, vêtu comme un mendiant, part à la rencontre des pauvres et des sages. D'abord seul, puis rejoint par les disciples les plus inattendus. Il progresse sur la voie de la connaissance. Son charisme et son discours exigeant et généreux bouleversent ceux qui le croisent. Et tout d'un coup, de cet homme seul naît le bouddhisme. Je cite entre guillemets, l'histoire nourrit l'autobiographie. Et quand l'histoire se dérobe, l'imagination prend le relais. Voilà pourquoi ces vrais faux mémoires se lisent comme un roman. C'est écrit Caroline Brun, le Parisien. Et le titre, c'était Aujourd'hui en France. Vous pourrez aussi voir également chez Poquet le disque de jade, 3 tomes, et l'impératrice de la soie, 3 tomes. Voilà l'orientation du Seigneur qui me plonge dans le silence et me conduit lui-même sur ce nouveau chemin en laissant vers vous et en vous donnant à lire le livre qui m'a été donné au monastère de Tishoutan en Chine, un monastère taoïste. Ne quittez pas, je prends le livre pour vous le redonner. Voici le livre qui m'a été donné, 25 copies à partager et à republier librement. C'est en anglais. Changing Destiny de Liu Fang's 4 Lessons. A commentary by Venerable Master Ching Kung. Translated by Silence Voices. Donc, le Seigneur me plonge dans le silence du taoïsme. Et j'ai les 25 livres. This book is authorized to the public for reproduction and free distribution.
It was edited in December 1999. Hoa Chang Pure Line Learning Center. Remember the kindness of others. Repay the kindness with gratitude. C'est le message. Nous devons apprendre l'anglais pour comprendre la phase prochaine, pour sortir de l'ignorance de la connaissance de Dieu. Ce livre servira à toute l'Afrique entière. Nous sommes 54 pays. La partie francophone est loin de connaître la vérité de Dieu, car il lui a été arraché la langue anglaise, où tout est écrit, commenté, où nous retrouvons les racines. Let me give you just an example or the list of content so that you can understand. I have to finish in English like that. Changing Destiny. Liao Fang's four lessons. Contents. Introduction. First lesson. Learning to create destiny. Second lesson. Ways to reform. Third lesson. Ways to cultivate goodness. And fourth lesson. Benefits of the virtue of humility. The first lesson said, Mr. Kong's accurate prediction. Master Yu Chu's advice on changing destiny. The principle of changing destiny. The ways of changing destiny. To acknowledge our faults. To reform our faults through outly. To surpass destiny. To teach children. Second lesson. Ways to reform. It is the reason to reform, a sign for all good fortune and misfortune. The way of reform, a shameful heart, a fearful heart, a determined and courageous heart. Three methods of practice in reforming. 1. Changing through behavior. 2. Changing through reasoning. 3. Changing from heart. Then 3. The desired result of reform. Then lesson 3, third lesson, ways to cultivate goodness. The chapters are: a family that accumulates good deeds is sure to have abundant prosperity. There you have 10 through accounts of virtuous people. Then you have what is goodness. Then to recognize goodness, then you have the definition of goodness. Then you have practicing the 10 good deeds when the condition arises. The fourth lesson is benefits of the virtue of humility. Here you have, first of all, arrogance invites diversity, while
humility gains benefit. 5 true accounts of virtuous people. Then we have humility and modesty are the foundation for good fortune. Then we have the 10 recitation method. After we have glossary and places to contact. Worldwide Pure Land Learning Centers and Amitabha Buddhist Society. Thank you, Lord, for your revelation and teaching. Let us go back to our Lord. And now I have to give you later the list of the books that God gave me yesterday. As I said, I have to list all of them, and we can have them as I did yesterday. So the first 3 books that he gave me were Contes de la dynastie des Tang, Les syndicats de Chine, Job Application, puis le téléphone s'est éteint. Donc, je reviens, j'ai copié, j'ai pris toute la liste. Voici la liste, and this is the list of the books that the Lord enlightened yesterday. When he enlights the book, it means you have to choose those books and I will find something inside. This is the list of the books. Voici la liste des livres que le Seigneur a illuminés hier soir à partir de la lumière qui vient du Sahara de l'Afrique au coucher du soleil et qui traverse ma chambre pour venir choisir les livres ici. Un mystère. Et je lis la liste. Il y a 26 livres qu'il a choisis. Parmi les livres qu'il avait déjà choisis, les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Deuxième livre, Chengdu Tourisme Guide, conférence économique à laquelle j'avais participé en Chine, à Chengdu. Troisième point, le Club français du livre. Très important livre. Là-dedans, on a l'Inde ancienne. Deuxièmement, concordance entre les voies commerciales de l'Inde et les voies de propagation du bouddhisme. Vous voyez que ça rejoint le livre de José Frêche, Moi, bouddhiste. Un autre livre qui s'appelle le Club français du livre que j'ai. Nous passons au livre 4. Chungguo Hufeijiu, la Chine et l'Afrique. C'est en chinois, mais avec des explications en anglais. Livre 5. Facts and Figures, China. Livre 6. An Oral English Course. 7. A new course in skills of writing. 8. Jan Snow Wong, Fifth Chinese Daughter. Une histoire vraie.
et très intéressante de la relation US et China. Puis, nous avons Karl Marx, The Wage, Price and Profit. Nous ne savons ni calculer ce que nous dépensons, ni fixer les prix de ce que nous vendons en Afrique. Donc, ceci, Karl Marx nous l'a enseigné, mais personne ne l'a transmis aux Africains. Nous continuons. Donc, on ne peut pas parler de commerce international quand on ne sait même pas fixer le prix de ce qu'on mange, quand on ne peut même pas évaluer le temps qu'on perd pour produire afin d'évaluer le produit à vendre. Parce que Dieu ne nous a pas donné tout ce qu'il nous a donné à la Genèse pour faire du commerce. Il a donné pour le bartre, c'est-à-dire pour échanger. Tu produis trop du maïs, tu donnes à l'autre qui produit trop de riz. Vous échangez parce que toi, tu n'as pas assez de riz. Un exemple banal. Je continue. Et nous avons le livre 5, Lénine on War and Peace. Comme je l'ai expliqué, étant étudiante chinoise, nous avons des liens d'études avec la Russie, qui était aussi un pays colonisé. C'est la partie des albinos qui a été envoyée vers la Russie. Et la partie des nains, c'est la partie qui a été envoyée en Chine. Voilà pourquoi avant, dans le temps, tous les Chinois étaient plus courts. Et aux États-Unis, c'est la troisième vague qui a été envoyée pour aller créer les États-Unis. Et vous savez que l'Inde fait aussi partie des colonies où on a envoyé nos peuples capturés en Afrique. C'est pour ça qu'on parle de l'Indochine. Nous continuons en anglais. Livre 11, Reading Course for College English. Vous faites les études dans les universités et vous n'écrivez qu'en français. Vous ne pouvez pas réussir à la plateforme mondiale. Livre 11, Economy and Trade. Very important issue. Economy and trade. What means? What means economy? What means trade? Trade doesn't mean trading. Trade is an exchange between countries. Trading is business between people and so on. Do we know that? Can we know it? Then we will talk about trade to African people. Yes, that was refused to them. God is bringing everything that we need to teach to our people. Then we can talk about cooperation. We can talk about business. Then we can talk about trading. And then we can talk about trade. And we forgot something very important. Foreign investment in Africa. There is a big confusion. Those who want to continually explore Africa talk about aid, talk about investment. When they take more part in investment in Africa, you can, and then there are some business where foreigners cannot invest, even in France, in America, in China, in Japan, in Germany, in Switzerland.
Foreigner cannot enter in some businesses. We have to do the same thing in Africa. When I was in China, there were 500 companies where you cannot invest as foreigner. The first 5 companies of Chinese business when China opened it after long period of closed doors. And you cannot be developed if your doors are open to everybody. It is impossible. Then let's continue the reading. Number 12, English phonetics. You see, as I lost my English because I am living within French speakers for so long, I need to go back again to read and to learn English phonetics with you, our people. Everything is to learn. Even here, the parents are sending their children, or the businessmen are sending their workers in England or in America to learn English. But we are in France. Book 13, a course in English Chinese translation. I need it again because I was in China. I was really well with Chinese people. We speak Chinese and I'm speaking English, I'm speaking French, and we chat. But here I have no Chinese with whom I can exchange. I have no English speaker with whom I can exchange. I have to speak only in French and speak with French people. Even in school where they said I have to go and teach English, nobody speak English. I have to I have to be between French and English to speak to people who didn't even learn French, which is called their language. I stayed in Guyana as long as I could, but it was very difficult to master English within those students because French speakers cannot master easily the other languages. I did my best to teach them at least something in English. Then we have 4th, English World of English. You see, the world is of English. It means if you want to study any other discipline, you have to learn English to master your discipline. There is nothing out of English language. Why? We will understand it. Let us continue. 15, we have the world of English. 16, the world of English. 17, the world of English. 18, the world of English. 19, the world of English. You can see how many books. Because in these several books, you will find disciplines, you will find lessons, you will find English for economics, English for business, English for science, English for geography, English for history, English for communication, and so on. English for economic. Those disciplines have their own ways
of speaking English. And you have literature, which is a simple English, ABCD. Let us continue. Then we have find out one week. Then you have paper of my director of thesis, how he mastered the world's economic situation. Everything is written in Chinese, which means we too, if we want to master all the things, we have to apply our modern mother's language that was taught to Adam at the beginning of the world, called Ndomo, and that you will find in Mending or Mandingo. How they changed the word, but Manding in Timbuktu was the beginning of separating our people. Language, culture, art. From Timbuktu, we have everything. But when I started talking about it, Timbuktu was already destroyed. But we've got whatever you have destroyed, he said he will reconstruct it with his people, not foreigners. He insists. Let us continue. Then we have job application and English. Interview in foreign enterprises. Our youth don't need to go in tourism around the world to go and tell them what they have to do. Locally, they have to exploit the opportunities to talk to the youth locally in the 54 countries and teach them how to apply a job in English, how to write their own letter of application, how to answer the questions that they need to master first to understand what do they have to say. This, we did it in China, not outside of China. In each school, the students have to study, and the selective groups that have to go outside have to master first English language. Then book 22, places of historical and cultural interest in China. Stories of Chinese culture. Yes, we are in France. We don't know French culture, so we cannot understand. It is then difficult to stay and to navigate, to understand what is wrong, what is right, because each nation has its own culture and its own costumes. Those who come to Africa to do business with African, and they come and impose European, for example, culture, it cannot work because Africa has its own culture. Therefore, in China, you have to understand the places of historical and cultural interests in China, not in the books. And there are stories of Chinese culture, same in Africa. None read African writers.
But there are many Africans who master the situation of Africa. For instance, we have this book, which is really important. I got this book in China in 1995. I thank Minister Gregoire Oona and his wife who brought me this book. Let me read. The title is Un bateau dans la tourmente. Cameroun, des raisons d'espérer. Oui. Ce livre a été écrit par Grégoire Oona. Entretien avec Emmanuel Noubissier Ngankam. Préface de Maître Douala Moutomé, ministre de la Justice. Ce livre devait être un livre d'études pour aujourd'hui. Je lis l'introduction du livre. Des entretiens d'un homme politique d'un type nouveau, peu enclin à la langue de bois, avec un journalisme sans complaisance, un style, un ton, une forme textuelle choisie volontairement pour rendre le discours intelligible, analytique. L'auteur livre ici sa vision du parti dans lequel il milite depuis une dizaine d'années. Et il y est encore jusqu'à ce jour. Du Cameroun tourmenté par les évolutions de fin de siècle, des enjeux de la démocratie, du développement, des nouvelles technologies. Cet ouvrage, fruit d'une analyse lucide de la situation politique et économique du Cameroun, est un véritable cri de cœur d'un homme qui appelle de tous ses voeux un avenir meilleur pour son pays. On y découvre l'indépendance d'esprit d'un homme qui ne laisse ni sa foi politique, ni son engagement politique ou ses hautes fonctions dans le parti prendre dessus sur ses convictions personnelles. Bien qu'il réaffirme avec force son attachement au parti qui reste, malgré toutes les attaques, les difficultés et les dérapages, entre guillemets, sa chapelle politique. Il en fait cependant une bouleversante critique dont la sévérité en hérissant plus d'un. Pour que il espère le parti renaisse plus fort et mieux armé pour conduire les affaires politiques, pour mieux affronter les échéances à venir. Aux questions sur ses rapports avec son président national, chef de l'État, les réponses furent nettes et précises, renversantes de vérité. Ils parlent de leur vision commune du Cameroun qui appelle des critiques fermes et responsables pour que les choses aillent mieux. Si tous les Camerounais, dit-il, s'impliquent davantage dans la gestion de leur pays, qu'ils exigent des comptes à leurs dirigeants et s'ils se mettent véritablement au travail, alors nous créerons nous-mêmes notre paradis et le Cameroun n'aura que des raisons d'espérer. Oui. Informaticien, administrateur de société, membre suppléant au comité central
du RDPC, Grégoire Owona est né à Ngomedjap en 1950, même année que moi, conseiller municipal de la ville de Douala, vice-président du Comité national des droits de l'homme et des libertés. Il est, depuis 1992, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Marié de 8 enfants, il est officier de l'ordre de la valeur, secrétaire militant engagé du libéralisme communautaire. Il anime à Douala une ONG de développement en milieu pauvre. Économiste puis journaliste, Emmanuel Noubissi Ngankam débute sa carrière comme cadre supérieur à la CFAO, puis chez Unilever, R.W. King. Reconverti au journalisme, il fonde avec un ami en 1991 l'hebdomadaire Dicalo. Il est actuellement chargé des programmes économiques à la fondation allemande Friedrich Ebert. Ce que je lis aujourd'hui est de 1995. Parce que le livre a été publié à l'édition intermédiaire de Douala et déposé en juin 1995. Donc, j'ai eu le livre juste après son apparition, au moment de la conférence des femmes à Beijing, où Madame Owona Crescence a participé avec nous à la conférence internationale des femmes à Beijing, 1995. Voici un livre qui est complètement négligé et pourtant qui devrait beaucoup parler. Et ici, on nous rappelle un livre très important que le président de la République a écrit et que tous devraient lire pour comprendre ce que c'est que les exigences qu'il nous faut mettre en marche pour connaître la réalité des besoins de notre politique. Parce que nous n'avons pas connu l'amour de la lecture. Donc, c'est dommage. Et je crois qu'il est temps de faire republier avec plusieurs exemplaires le livre du président. Et comme ça, nous allons comprendre sa politique et nous allons l'appliquer pour que le Cameroun, au moment de son décollage prévu en 2030 et son émergence en 2035 puisse être bien comprise. Les deux doivent être bien comprises. Oui. Et nous disons merci au ministre Grégoire Owona pour son livre. C'est un livre qui nécessite une républication et qui doit être partagé, distribué de par le monde des affaires, le monde politique du Cameroun. De même, le livre du président. Très important.
car nous n'avons pas compris. Parce que nous ne lisons pas beaucoup. La Chine était comme nous. Tous les pays développés là aujourd'hui ou en voie de développement sont passés par ce que nous vivons. C'est pour ça que je ne me doute pas de notre décollage. Et je crois que nous avons deux grands outils en main. À lire. Le Cameroun, tourmenté par l'évolution des fins des siècles et les enjeux de la démocratie, du développement, des nouvelles technologies, c'est très important à bien comprendre d'abord et à bien analyser la situation politique et économique du Cameroun. C'est un véritable cri de cœur d'un homme qui appelle de tous ses voeux un avenir meilleur pour son pays. C'était ça, le cri du président de la République. Affirmé par Grégoire Ouna. On a raison d'espérer. Merci Seigneur. Nous continuons la liste et on la termine. Nous avons donc lu Place of Historical and Cultural Interests in China, Stories of Chinese Culture, a bilingual series, Shanghai Foreign Language Education Press. C'est eux qui ont publié. C'est des exemples à mettre en marche au Cameroun. 23. Chao Shi Ku in Chinese. Tout était en chinois. Pour nous montrer que, avec la langue Ndomo, qui était déjà utilisée de par le monde entier dans les écritures, nous devons appliquer, apprendre cette langue-là pour comprendre nos problèmes, notre histoire. Quand j'ai publié, j'ai eu M. Jeff Benner qui a pris la chose en main. Parce que tout est là-bas dans les pays anglo-saxons. Les débuts de l'histoire sont là-bas. Ici, c'est The Alphabet, Hebrew Language and Alphabet. Puis, il précise bien d'où ça vient. Puis, vous avez la Torah. Elle est écrite par nos Bikanga. Bikanga veut dire les pictogrammes ou les pictographes. Voilà ça. The first 5 books of Hebrew Bible collect the Torah, a Hebrew word meaning teaching, are the foundation to the rest of the Bible. While there are many Torah books available, most of them use the square Aramaic scripts that is available. Most of them use the square Aramaic script that is only about 2,000 years old. But now, with the ancient Hebrew Torah, the Torah can be read and studied through the original pictographic script from the time of
Moses. But remember, it is from the time of Adam, because it is to Adam that God taught these scripts and the language and how to spell, how to call each thing, not Abraham. Then we have, after that, you remember, God sent Moses with tablets where he wrote also instructions, teachings, and so on. But before that, he gave to Adam this Torah, this pictographic writing. And then each letter in this ancient script is a picture, where each picture represents a concrete idea. The Hebrew word, often translated as God, is quoted here, is a picture of an ox head representing power, and shepherd staff representing authority. These two letters, when combined into a word, mean one of power and authority. When the Torah is read from this perspective, the text comes to life. This was written by Jeff A. Benner, founder of the Ancient Hebrew Research Center and the mechanical translation of the Hebrew Bible Project. He has authored many books on the subject of the ancient Hebrew alphabet, language, and culture, and speaks around the country on this same subject. Mr. Benner's goal is to teach proper biblical interpretation by providing others with the tools needed to read and understand the Bible from its original Hebraic context. God gives me everything that I need to talk. And then here we have Armstrong, who gives me laws of success. Do you think that we were born to not be successful in Africa? I don't believe. Africa is the beginning of everything. Then we go to number 24. The book number 24 is European Culture and Introduction. After so many years, now I can read European culture. And an introduction is not complete, but at least I will read to understand. Then here we come to the end, as we said, Conte de la dynastie Tang, les syndicats chinois et job application. This is the list of the books that our Lord enlightened yesterday with instruction, and we read today, and you can understand this apocrypha. Very important to understand what I just show you here. And then he gives us the history of South Africa. Oh la la, I'm full of everything that you are sending on my page. I don't have even space myself to publish what I'm publishing. So, thank you
brothers and sisters of all over the world for your warm welcome of my work. And thank you also, especially, for giving us the possibility to follow our Lord discipline. And those who are coming on my page for love business, sorry, I'm 74 years old. With 5 kids. 2 passed away. I have 3. I want us to do the social service in Africa. Before they were in French, Bibliothèque de l'Union missionnaire du clergé, le service social dans les colonies françaises d'Afrique noire. C'est ça qui a manqué. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est du commerce et on appauvrit les pauvres. On prend tout leur argent, on parle de service social et on n'aide aucun. L'argent qu'on dépose dans les églises remonte à Rome et ne développe aucun pays africain. Ça, c'est un livre que toutes les universités du Cameroun pourront lire. C'est pour ça que, pour moi, la boucle est bouclée. Et le Seigneur me ramène encore à ce silence que j'ai eu depuis des années. Parce que maintenant, les commerçants se battent. Ils luttent pour tout ce qu'ils ont perdu. Parce que tout est perdu. Les BAM, reconnaissent ce que je dis. Les journalistes qui étaient hier, les journalistes contre nous, deviennent les journalistes qui sont maintenant en train de parler de l'Afrique. Mais où va le monde? Et toujours pour le bisgo. Non. Le Seigneur termine en nous donnant l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Et j'ouvre comme d'habitude, spontanément. La souffrance de la mort. Chapitre 3. Matthieu, chapitre 27, du verset 31. Et je lis au verset 32. Après s'être moqué de lui, et lui ôtèrent la mygde, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Verset 32. En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène, appelé Simon. C'est lui qu'ils réquisitionnèrent pour porter sa croix. Marc, chapitre 15, verset 20 à 21 nous dit, dans la même scène, après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Et ils l'amenèrent pour le crucifier. Verset 21, et ils réquisitionnèrent un passant, Simon de Cyrène, qui revenait des champs, le père d'Alexandre et de Rufus, pour porter sa croix. Luc, chapitre 23,
du verset 26 au verset 32, nous dit: comme ils l'amenaient, ils appréhendèrent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils lui imposèrent de porter la croix derrière Jésus. Il était suivi d'une grande foule de peuple et des femmes qui pleuraient et se lamentaient sur lui. Verset 28. Et se retournant vers elle, Jésus dit, Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Verset 25, 29. Car des jours vont venir où l'on vous dira, heureuses les stériles et les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Verset 30. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, recouvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, que sera-t-il réservé au bois sec? Verset 32. On amenait aussi avec lui 2 autres malfaiteurs pour les mettre à mort. Jean, maintenant chapitre 19, versets 16 à 17, nous dit: ils prirent Jésus et l'amenèrent, et portant sa croix, il sortit au lieu dit Calvaire, en hébreu Golgotha. Pour ceux qui me connaissent en Chine, il y a des religieuses qui étaient venues de Chili et elles m'ont dit, vous êtes Golgotha, le mont de la souffrance. Et je me souviens, mes compatriotes, avec celle qui menait la danse, qui se dit aujourd'hui pasteur, et qui a pris ma place d'interférence en Belgique, en économie mondiale et commerce international, et qui était bien sûr pendant de longues années à l'ambassade du Cameroun, m'appelait toujours Golgotha, le monde de la souffrance et de la mort. Je suis morte, mais je suis ressuscitée avec le Christ. Et je retrouve tous ceux qui ont joui de ma souffrance, de mon travail de recherche sur pied. Ils ne sont pas encore morts. Et le Cameroun est mort. Et nous allons le ressusciter. Alléluia. Amen. Vive la parole divine. Elle est une glaive qui perce le cœur et vous fait revivre vos malveillances, vos péchés, mais vient vous récupérer en vous disant, convertissez-vous, comme j'ai toujours dit à l'ambassade à Beijing, où on voulait que j'institue une maison de prière et le Seigneur a refusé. Il a dit non. Convertissez-vous. Rejoignez le Seigneur. Les faux pasteurs vont être dévoilés. Et les vrais pasteurs, on les connaît. Au nom du Dieu Tout-Puissant qui a tout créé, soyez bénis, soyez pardonnés, et car vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Aujourd'hui, en me voyant, je crois que vous avez compris que j'étais une appelée de Dieu à un service pour votre bonheur.
et votre délivrance. Parce que tout linge sale sera lavé. Et nous allons accueillir le Seigneur dans la joie et l'allégresse. Merci Seigneur. À bientôt, mes frères et sœurs. Prenez cette lumière divine qui vous donne le baume au cœur, qu'il vous transforme pour les malades, qui les soigne, pour les pécheurs, qui les transforme, qui les transfigure, pour que ensemble nous bâtissions notre paradis sur terre tel que Dieu l'a bâti, au pied du mont du char de Dieu. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, appelée pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas par la guidance du Seigneur, illuminée par cette lumière divine que vous voyez sur un chemin inconnu d'avance. Je vous souhaite vraiment la guérison des cœurs endurcis. Je vous souhaite la santé pour toutes les familles et je vous souhaite la conversion des cœurs endurcis pour la paix, la justice et la réconciliation avec Dieu, notre Créateur. Amen. Ndomo Melingi, mon nom de jeune fille. Ndomo, un nom d'un patriarche, mon oncle de Ponsolo. Melingi est ma mère, celle qui m'a appris à prier, à comprendre l'évangile, parce que tout se faisait en autre langue avant. Puis on a transformé ça en langue Ewondo. Un bien mal à qui ne profite jamais. Tout est perdu. Nous parlons maintenant seulement en français. Mais je n'ai pas perdu un seul instant ce que ma mère m'a appris, ce que mon père m'a appris. Parce que mon père se levait chaque matin avec un chant, avec son chapelet. Il priait chez lui. Il a refusé d'aller à l'église parce qu'il a vu que les prêtres venaient prendre les femmes des autres, l'adultère et tout ça. Et ça l'a énervé. Nous avons des exemples palpables qui peuvent être cités, mais on n'est pas là pour condamner les gens. Où les prêtres ont fait des enfants partout. Mon père a dit, si c'est ce Dieu-là que vous nous apportez, si c'est cette chrétienté-là que vous nous apportez, je garde l'ancien dogme. Et je continue à louer Dieu tout seul dans la maison. C'est ce qui m'est arrivé aussi. Si c'est ce Dieu-là que vous bafouez dans les églises, je me suis retirée dans la maison et le Seigneur est arrivé chez moi. Et il est là. Cette lumière que vous voyez, c'est Dieu qui a décidé. Vous voyez comment il montre cela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.